Je m'appelle Étienne, j'ai 32 ans, et ma propre mère m'a interdit de participer au dîner de Thanksgiving de notre famille parce que mon travail d'ouvrier aurait embarrassé la riche fiancée de mon frère. Avant de vous raconter comment j'ai fini par contrôler l'héritage de 15 millions de dollars de mon frère et les fait descendre de son grand cheval, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. L'odeur d'huile moteur et de café brûlé est pour moi un parfum. J'enseigne la réparation automobile au lycée professionnel local et je passe mes soirées à travailler dans un garage indépendant pour gagner un peu plus. C'est un travail honnête. C'est un travail difficile. Mais dans ma famille, le travail acharné n'a pas d'importance s'il ne s'accompagne pas d'un bureau de direction et d'un costume sur mesure. Mon frère Carter est l'enfant chéri. Il est directeur financier, un type qui parle de synergie et de marge bénéficiaire en portant des chaussures qui coûtent plus cher que mon salaire mensuel. Mes parents, en particulier ma mère, Diana, vénéraient le sol qu'il foulait. Je ne suis que le mécanicien, le frère aîné invisible. C'était exactement 5 jours avant Thanksgiving. J'étais sous le capot d'une Honda Civic 2012 déglinguée, essayant de libérer un tendeur de courroie d'accessoires rouillés. Le garage était glacial. Mes phalanges saignaient après avoir glissé d'une clé. Mon téléphone a vibré contre le plateau à outils en métal. J'ai retiré ma main, j'ai essuyé la graisse sur un chiffon d'atelier rouge et j'ai regardé l'écran. C'était ma mère. J'ai appuyé sur le bouton accepter et j'ai mis le haut-parleur. J'ai dit bonjour. Sa voix est sortie du minuscule haut-parleur, aiguë et pressée. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé si je travaillais. Elle est allée droit au but. Étienne, a-t-elle dit, son ton dégoulinant de cette fausse douceur qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de faire quelque chose de cruel. J'appelle à propos de jeudi. Carter amène Julian au dîner. Julian était le nouveau fiancé de Carter, un PDG influent d'une entreprise de capital risque technologique. Ma mère parlait de lui depuis des mois comme s'il était un roi en visite. C'est super, maman, ai-je dit, me penchant sur l'aile. J'ai hâte de le rencontrer. Je peux apporter mon fameux brisket fumé. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Le genre de silence qui vous coupe le souffle. En fait, Étienne, c'est pour ça que j'appelle, dit-elle. La douceur avait disparu, remplacée par de l'acier froid. Carter et moi avons parlé. Il ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu sois là. J'ai arrêté de bouger. J'ai fixé le boulon rouillé devant moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Julian est très mondain, Étienne. Il vient d'une vieille famille riche. Carter essaie de faire bonne impression. Et honnêtement, ton style de vie pourrait ne pas envoyer le bon message. Tu es mécanicien, professeur. Tu as toujours de la graisse sous les ongles. Ton travail d'ouvrier l'embarrasserait. Nous voulons juste une soirée sophistiquée. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai serré le bord de l'aile de la voiture. Le métal froid me mordait la paume. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge. J'ai regardé autour du garage vide. Les lumières fluorescentes cruelles me semblaient soudain aveuglantes. Elles me désinvitaient du dîner de Thanksgiving de ma propre famille parce que je travaillais de mes mains, parce que je n'étais pas assez riche pour m'asseoir à leur table. Mon père était en arrière-plan. Je l'ai entendu marmonner quelque chose. Il marmonnait toujours. Il ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois en 32 ans. Je comprends, ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Oh, bien. Elle soupira, semblant sincèrement soulagée. Je savais que tu serais raisonnable. Nous te déposerons des restes le Black Friday. Bonne nuit, mon chéri. La ligne se coupa. Je suis resté là longtemps, écoutant le ronronnement du compresseur d'air dans le coin du garage. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai pas crié. J'ai juste repris ma clé et je me suis remis au travail. Je me sentais complètement vidé. Mais ce que ma mère ne savait pas, ce que Carter ne savait pas, c'est que j'étais assis sur un secret, un énorme secret. 5 jours plus tard, le lundi après Thanksgiving. Le soleil venait à peine de se coucher et le vent hivernal hurlait contre les fenêtres de mon petit appartement. J'étais assis à ma table de cuisine, buvant une bière bon marché, quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un coup poli. C'était un martèlement furieux et violent qui faisait vibrer l'encadrement de la porte. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Ma mère se tenait là,
le visage rouge de rage. Carter était juste derrière elle, arpentant le couloir comme un animal en cage. Et derrière eux, l'air parfaitement calme et portant un par-dessus en cachemire, se tenait Julian, le PDG. J'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai tiré la porte. Avant que je ne puisse dire un mot, Carter m'a pointé du doigt au visage. Ses yeux étaient fous. Espèce d'ordure, a-t-il craché. Qu'est-ce que tu as fait? Ma mère s'est frayé un chemin devant moi pour entrer dans mon salon, regardant mes meubles usés avec un dégoût absolu. Comment as-tu pu, Étienne, a-t-elle crié. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me tenais calmement dans l'embrasure de la porte. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai regardé par-delà eux, droit vers Julian. Julian s'avança. Il a regardé ma mère. Il a regardé Carter. Puis il m'a regardé. Il a pris une profonde inspiration et, au moment où il m'a vu, sa fiancée a immédiatement dit quelque chose qui a fait pâlir complètement le visage de ma mère. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment dans mon couloir, il faut savoir ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mon grand-père Charles est décédé. Ses funérailles ont été la dernière fois que ma famille s'est vraiment retrouvée dans la même pièce sans se disputer. Grand-père Charles était un homme autodidacte. Il a commencé avec une seule quincaillerie et l'a transformée en un empire d'approvisionnement régional. Mais on ne l'aurait jamais deviné en le regardant. Il conduisait un camion de 10 ans, portait des chemises en flanelle et passait ses week-ends dans son atelier de menuiserie. C'était la seule personne de la famille qui me comprenait. Pendant que Carter réclamait une nouvelle BMW pour son diplôme de fin d'études secondaires, j'étais dans le garage avec grand-père, apprenant à reconstruire un carburateur. Il valorisait l'apport en travail. Il valorisait le caractère. Il voyait clair dans l'obsession de ma mère pour les country clubs et le statut social. Et il voyait clairement à travers l'arrogance de Carter. 2 semaines après les funérailles, j'ai reçu un appel de Monsieur Gray, l'avocat de la succession de grand-père. Il m'a demandé de venir à son bureau seul. J'étais assis sur une chaise en cuir dans un immeuble de grande hauteur du centre-ville. Je me sentais complètement déplacé dans mes bottes de travail. Monsieur Gray fit glisser un épais dossier en papier manie sur le bureau. Votre grand-père a laissé la majeure partie de ses actifs liquides dans une fiducie irrévocable, dit Monsieur Gray, ajustant ses lunettes. 15 millions de dollars. J'ai failli m'étouffer avec l'eau que je buvais. 15 millions. Je savais qu'il était à l'aise, mais je n'avais aucune idée qu'il avait ce genre de fortune. Oui, continua Monsieur Gray. Le bénéficiaire de la fiducie est votre frère, Carter. J'ai ressenti une légère piqûre de rejet, mais j'ai acquiescé. Cela avait du sens pour eux. Carter était le financier. Il savait comment gérer l'argent. Tant mieux pour lui, ai-je dit doucement. Monsieur Gray leva la main. Laissez-moi finir, Étienne. Carter est le bénéficiaire, mais il n'a pas accès à l'argent. Votre grand-père vous a nommé seul fiduciaire. Vous contrôlez chaque centime. Vous avez une discrétion totale sur les distributions. Vous pouvez les autoriser, les retarder ou les refuser entièrement. J'ai fixé l'avocat, l'esprit embrouillé. Pourquoi moi? Monsieur Gray ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe scellée. Il voulait que vous lisiez ceci. J'ai ouvert la lettre. Elle était écrite de la main désordonnée de grand-père. Étienne, si tu lis ceci, je suis parti. J'ai laissé l'argent à Carter parce qu'il en aura besoin, mais il est imprudent, arrogant et aveuglé par le statut. Ta mère l'a ruiné. Si je lui donne cet argent maintenant, il le gaspillera en voitures de sport et en mauvais investissements pour impressionner des gens qui ne se soucient pas de lui. Tu es le pilier de cette famille, Étienne. Tu connais la valeur $1. Tu connais le travail acharné. Carter doit apprendre la valeur de l'argent et du travail acharné. Je compte sur toi pour lui apprendre. Ne lui donne pas un sou tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est un homme. J'ai plié la lettre. Le poids de cette responsabilité s'est lourdement posé sur mes épaules. J'ai décidé à ce moment-là de garder la fiducie secrète. Je ne voulais pas que notre relation soit une question d'argent. Je voulais juste que ma famille m'aime pour ce que j'étais. Je voulais voir si Carter me traiterait un jour avec respect de lui-même. J'ai gardé ce secret pendant 2 ans. Et cela nous ramène à la nuit de Thanksgiving, la nuit où je suis resté seul. Il était 19 heures.
J'étais assis à ma petite table de cuisine, mangeant une pizza froide et corrigeant des examens de sécurité pour ma classe d'automobile au lycée. Dehors, les rues étaient calmes. Tout le monde était avec sa famille. J'ai essayé de me concentrer sur les papiers, mais le silence de mon appartement était assourdissant. Mon téléphone a vibré. C'était une notification du chat de groupe familial. J'avais été mis en sourdine toute la journée, mais ils avaient oublié de me retirer de l'album photo. Ava, ma cousine, avait téléchargé des photos du dîner de Thanksgiving chez mes parents. J'ai ouvert l'album. Il y avait ma mère rayonnante, portant une toute nouvelle robe. Il y avait mon père découpant la dinde. Et il y avait Carter assis en bout de table à côté de Julian. Ils avaient l'air incroyablement heureux. Il n'y avait pas de chaise vide. Il n'y avait pas d'assiette manquante. Ils m'avaient complètement effacé des vacances. J'ai glissé vers la photo suivante. C'était un gros plan de Carter et Julian tenant des verres de champagne, mais mes yeux se sont immédiatement posés sur le poignet de Carter. Il portait la montre Patek Philippe en or vintage de grand-père Charles. Mon sang bouillonnait. Cette montre était complètement cassée quand grand-père est mort. J'avais passé 6 mois à chercher des pièces de rechange d'origine en Suisse. J'avais passé des dizaines d'heures à mon établi avec une loupe, reconstruisant soigneusement le mouvement jusqu'à ce qu'il batte à nouveau parfaitement. Je l'avais donné à ma mère pour la garder en sécurité dans le coffre familial. Sous la photo, ma mère avait commenté, si fière de mon garçon, Carter. Il s'est acheté cette magnifique montre vintage pour célébrer sa grande promotion. Julian l'adore. Elle avait menti. Elle avait donné à mon frère la montre que j'avais réparée de mes propres mains, et elle l'avait laissé prétendre l'avoir achetée avec son salaire de financier pour impressionner son petit ami riche. J'ai glissé vers la photo suivante. C'était une vue de l'allée. Assise en plein milieu, brillant sous les réverbères, se trouvait une toute nouvelle Porsche 911 grise ardoise. La légende disait, le nouveau jouet de Carter, une Porsche. Le salaire de Carter était bon, mais pas assez pour une Porsche 911. Il vivait au-dessus de ses moyens pour maintenir les apparences avec Julian. J'ai laissé tomber mon téléphone sur la table. La pizza froide me rendait soudainement nauséeux. J'avais passé 2 ans à cacher un héritage de 15 millions de dollars, espérant que ma famille m'aimerait simplement, espérant qu'ils m'inviteraient, espérant qu'ils respecteraient mon salaire de mécanicien. Et ils m'avaient remboursé en volant mon travail acharné, en mentant à ce sujet et en me coupant de ma propre maison. Je me suis levé. Je suis allé à l'évier et j'ai jeté le reste de mon dîner à la poubelle. La tristesse avait disparu. Elle s'était complètement évaporée, laissant derrière elle une colère froide, dure et concentrée. J'en avais marre d'être le frère invisible. J'en avais marre de prendre la voie facile. Le lendemain matin, Black Friday, l'école était fermée. Je suis allé directement au garage. J'avais besoin de travailler de mes mains. J'avais besoin du bruit des clés à choc et de l'odeur d'échappement pour me vider la tête. Mon ami Eli, un mécanicien chevronné qui travaillait dans la baie à côté de la mienne depuis 5 ans, a remarqué que je démontais une transmission avec agressivité. Il s'est essuyé les mains sur une serviette et s'est approché. « Tu vas foirer ces boulons, Étienne » a-t-il dit, appuyé contre la boîte à outils. « Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tu veux percer un trou dans le bloc moteur. » J'ai posé la clé. J'ai pris une grande inspiration. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du coup de fil, du dîner de Thanksgiving, de la montre, de la Porsche et de la fiducie de 15 millions de dollars. Eli m'a fixé pendant 1 minute entière. Il n'a pas cligné des yeux. Finalement, il a secoué la tête. « Frère » a-t-il dit doucement. « Tu les as laissés te marcher dessus pendant 32 ans parce que tu es un homme bon. Tu penses que si tu restes silencieux et que tu travailles dur, ils vont comme par magie se réveiller et voir ta valeur ? Ils ne le feront pas. Ton grand-père t'a donné cette fiducie pour une raison. Il savait qu'ils étaient toxiques. Il est temps d'arrêter d'être le souffre-douleur et de commencer à être le patron. Il avait raison. Eli avait absolument raison. Je me suis lavé les mains, j'ai enlevé ma salopette graisseuse et j'ai enfilé une chemise propre à col boutonné. Je suis monté dans mon camion et j'ai foncé au centre-ville de Boston. Le bureau de Monsieur Gray se trouvait au 40e étage. La réceptionniste a regardé mes bottes éraflées et mon jean. Mais quand je lui ai donné mon nom, son attitude a changé instantanément.
Monsieur Gray m'a fait entrer dans son bureau immédiatement. Je me suis assis. Monsieur Gray a joint ses mains sur le bureau en acajou. Comment puis-je vous aider, Étienne? Je veux savoir exactement quels sont mes pouvoirs en tant que fiduciaire, ai-je dit. Ma voix était stable. Sans hésitation. Monsieur Gray esquissa un très petit sourire, très aiguisé. Comme je vous l'ai dit il y a 2 ans, vous êtes l'autorité absolue. Carter approche de son 28e anniversaire, date à laquelle les termes de la fiducie autorisent les distributions initiales. Cependant, vous pouvez autoriser une distribution standard, la reporter ou ajouter des conditions strictes qu'il doit remplir avant de voir un seul sou. J'ai acquiescé. Carter vient d'acheter une Porsche. Il est fiancé à un capital risqueur. Il mène une vie qu'il ne peut pas se permettre. Il n'a absolument rien appris sur la valeur de l'argent. Alors c'est votre devoir de lui apprendre, dit Monsieur Gray. Nous avons passé les 2 heures suivantes à rédiger des documents. Je n'allais pas le couper pour toujours, mais j'allais ériger un mur de briques. Alors que je me levais pour partir, Monsieur Gray ouvrit un tiroir et en sortit une lourde enveloppe de couleur crème avec un lettrage doré en relief. Je crois que vous voudrez ceci, dit-il en me l'attendant. Je l'ai ouverte. C'était une invitation au gala de bienfaisance d'hiver de Beacon Hill. C'était l'événement mondain le plus exclusif de la ville. Les billets coûtaient des milliers de dollars. J'ai regardé Monsieur Gray, confus. Pourquoi me donnez-vous cela? Parce qu'Étienne, vous êtes un donateur fondateur, répondit-il. Je le fixai. Puis je me suis souvenu. Il y a 2 ans, grand-père Charles m'avait laissé un legs personnel de 50 000 $ en espèces. Je n'en voulais pas. J'avais de quoi vivre. Alors, j'ai demandé à Monsieur Gray de le donner discrètement à une œuvre de bienfaisance pour l'éducation des jeunes que mon grand-père a toujours soutenue. Cette œuvre de bienfaisance organise ce gala. Monsieur Gray a expliqué qu'ils essayaient d'inviter leurs donateurs fondateurs anonymes depuis 2 ans. Je pense qu'il est temps que vous y assistiez, d'autant plus que je sais que la firme de capital risque de Julian est le principal sponsor de l'événement cette année. Carter et vos parents y seront absolument, essayant de nouer des contacts. J'ai regardé le lettrage doré sur l'invitation. Une lente et sombre prise de conscience s'est glissée dans mon esprit. J'ai glissé l'enveloppe dans la poche de ma veste. Merci, Monsieur Gray. Je suis sorti du cabinet d'avocat et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Alors que je marchais vers mon camion, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message texte, pas de ma mère, pas de Carter. C'était de mon cousin Cameron. Cameron était la seule personne de la famille en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Nous jouions au baseball ensemble quand nous étions enfants. Il m'appelait de temps en temps pour me demander des conseils pour son camion. Le message disait « Salut Étienne, tellement désolé pour Thanksgiving. Tante Diana est incontrôlable. Allons boire une bière ce week-end. » J'ai souri, ressentant un bref moment de chaleur. J'ai tapé une réponse, mais juste au moment où j'allais appuyer sur envoyer, un autre message est apparu. C'était une capture d'écran. Cameron m'avait accidentellement envoyé une capture d'écran de sa conversation texte avec Carter. J'ai zoomé sur l'image. Le texte de Cameron à Carter. Je viens de voir Étienne sortir du cabinet d'avocat Gray et associé en centre-ville. Il avait l'air en colère. Tu es sûr qu'il ne sait pas pour l'argent? La réponse de Carter. Laisse-le être en colère. C'est un mécanicien fauché. Il ne sait rien. Je m'occuperai de la fiducie la semaine prochaine quand j'aurai 28 ans. Garde un œil sur lui. Mon sang s'est complètement glacé. Cameron était un espion. C'était un serpent à 2 faces jouant le cousin sympathique tout en rapportant mes mouvements à Carter. J'ai supprimé ma réponse à Cameron. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai jeté sur le siège passager de mon camion. La trahison m'a piqué, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Elle a brûlé le dernier petit morceau de culpabilité qui me restait. Ils étaient tous de mèche. Ils me considéraient tous comme un pion. J'ai démarré le moteur. La tempête ne faisait plus seulement approcher. Je me dirigeais droit vers son centre. Le week-end passa dans un flou d'anticipation. Je n'ai pas répondu à mon téléphone. Je n'ai répondu à personne par SMS. J'ai passé le samedi chez un tailleur haut de gamme dans le centre-ville de Boston.
J'ai retiré 2000 $ de mon compte d'épargne et j'ai acheté un smoking bleu nuit sur mesure. Si j'allais entrer dans leur monde, j'allais le faire en armure. Lundi après-midi, la cocotte minute a finalement explosé. Carter n'était pas un idiot, mais il était arrogant. Il avait promis à Julian qu'il disposait d'un capital important à investir dans la nouvelle start-up technologique de Julian. Carter avait supposé que dès qu'il aurait 28 ans, la fiducie de 15 millions de dollars serait automatiquement transférée sur son compte bancaire. Il avait tort. Wyatt, le conseiller financier aux yeux perçants de Julian, avait commencé à effectuer une diligence raisonnable sur les actifs de Carter pour l'investissement dans la start-up. Wyatt a extrait les documents de la fiducie. Wyatt a vu le nom du seul fiduciaire. J'étais assis sur mon canapé, polissant une paire d'Oxford en cuir noir, quand mon téléphone a commencé à vibrer sur la table basse. C'était Carter. Je l'ai laissé sonner. 10 secondes plus tard, c'était ma mère. Je l'ai laissé sonner. Puis mon père, puis Cameron. Mon téléphone s'est illuminé comme un arbre de Noël pendant 20 minutes d'affilée. La panique était palpable à travers l'écran. Wyatt avait dit à Julian, et Julian avait demandé à Carter pourquoi son frère aîné, le mécanicien, contrôlait tout son avenir financier. Tout le château de cartes de Carter s'effondrait. Cela nous amène au coup frappé à la porte. Lundi soir, 18 h, j'ai ouvert la porte. Carter, ma mère, Diana, et Julian se tenaient dans mon couloir. Carter m'a pointé du doigt au visage. « Espèce d'ordure », a-t-il craché. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ma mère s'est frayé un chemin devant moi pour entrer dans mon salon. « Comment as-tu pu, Étienne » a-t-elle crié. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Je me tenais calmement dans l'embrasure de la porte. Je portais déjà ma chemise, le nœud papillon noir non noué autour de mon cou. J'ai regardé par-delà eux, droit vers Julian. Julian avait l'air impeccable dans un costume sur mesure, mais ses yeux allaient et venaient, essayant de comprendre le chaos. Carter m'a attrapé le bras. J'ai repoussé sa main avec assez de force pour le faire trébucher en arrière. « Ne me touche pas », ai-je dit. Ma voix était basse, mais elle résonnait dans le petit couloir. « Qu'est-ce qui se passe » cria Carter, son visage devenant violet. « Wyatt dit que tu es le fiduciaire. Wyatt dit que tu contrôles l'argent de grand-père. Ce doit être une erreur. Tu es un graisseur. Tu enseignes aux adolescents comment changer l'huile. Grand-père ne te donnerait jamais un tel pouvoir. Il m'a donné le pouvoir précisément à cause de qui je suis, Carter, ai-je dit, appuyé contre l'encadrement de la porte. Et précisément à cause de qui tu es. Ma mère s'est interposée entre nous, essayant de jouer la diplomate, mais ses yeux étaient remplis de venin. Étienne, chéri, soyons raisonnables. Clairement, ton grand-père était confus à la fin. Tu ne connais rien à la finance ou aux investissements à grande échelle. Tu dois immédiatement céder les droits de fiduciaire à Carter. Ou mieux encore, me les céder. Nous pouvons régler ça avant que ça ne devienne compliqué. J'ai regardé ma mère, la femme qui m'avait interdit de Thanksgiving pour ne pas être embarrassée. Non, ai-je dit simplement. Qu'est-ce que tu veux dire par non, cria Carter. C'est mon argent. Je l'utilise pour entrer dans la firme de Julian. Je lui ai déjà promis. J'ai regardé Julian. Julian s'est agité inconfortablement. Tu as promis de l'argent que tu n'as pas, Carter, ai-je dit. Tu as acheté une Porsche à crédit, en supposant que tu pourrais la rembourser aujourd'hui. Tu as donné à maman la montre vintage que j'ai passé 6 mois à réparer, et tu t'en es attribué le mérite. Tu es un fraudeur. Carter s'élança en avant, mais Julian posa une main ferme sur sa poitrine, l'arrêtant. Étienne, dit Julian doucement, s'avançant. Sa voix était calme, autoritaire. Je comprends qu'il y ait des tensions familiales ici, mais regardons cela logiquement. Carter est directeur financier. Vous avez un emploi d'ouvrier. Gérer 15 millions de dollars est incroyablement complexe. Je peux demander à mes avocats de rédiger un transfert de pouvoir demain. Nous vous indemniserons pour votre temps. 50 000 $ en espèces. Il suffit de signer les papiers. Il essayait de me soudoyer. Il me regardait exactement de la même manière que ma mère, comme si j'étais un paysan que l'on pouvait distraire avec quelques pièces brillantes. J'ai levé la main et j'ai lentement noué mon nœud papillon. J'ai ajusté le col.
Puis je suis allé au placard et j'ai sorti la veste de smoking bleu nuit. Je l'ai enfilée. Elle me tombait parfaitement. Je me suis tourné vers eux. Ils me regardaient dans un silence stupéfait. « Je n'ai pas besoin de vos 50 000 $, Julian, ai-je dit, boutonnant la veste. Je suis le seul fiduciaire d'une fiducie irrévocable. La loi est entièrement de mon côté. Je ne signerai rien. » Carter semblait sur le point d'avoir une attaque. « Tu es en train de ruiner ma vie, » cria-t-il. « Tu es juste jaloux. Tu as toujours été jaloux de moi. » J'ai marché vers la porte. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais juste l'air ennuyé. « Je dois y aller, » ai-je dit, prenant mes clés sur le comptoir. « J'ai un engagement précédent. »« Où diable penses-tu aller ?» demanda ma mère, bloquant l'entrée. « Tu ne pars pas tant que tu n'as pas réglé ça. » Je la regardai droit dans les yeux. « Je vais au gala de bienfaisance d'hiver de Beacon Hill, maman. J'entends dire que ce sera une soirée très sophistiquée. » Je la dépassai, sortis par la porte, et la verrouillai derrière moi, les laissant debout dans mon salon, absolument sans voix. Le gala de bienfaisance de Beacon Hill se tenait dans la grande salle de bal du plus ancien hôtel de luxe de la ville. Le voiturier a pris les clés de mon camion, essayant de cacher sa surprise alors que je sortais, portant un smoking qui rivalisait facilement avec ceux qui sortaient des Bentley et des Mercedes. J'ai monté les marches de marbre. L'air était épais de parfums coûteux et du son d'un quatuor à cordes. À l'entrée de la salle de bal, un homme avec un presse-papier et un visage sévère vérifiait les invitations. Son badge portait son nom. Luc, responsable de l'événement. Je me suis approché du podium. Non, s'il vous plaît, demanda Luc sans lever les yeux. Étienne, répondis-je. Luc parcourut la liste. Il fronça les sourcils. Il regarda mon visage puis de nouveau sa liste. Je ne vois pas d'Étienne sur la liste d'admission générale, monsieur. Je sais, dis-je. Avant que je ne puisse expliquer, j'entendis un rire aigu et moqueur derrière moi. Eh bien, regardez qui a réussi à louer un smoking. Je me suis retourné. C'était Carter. Ma mère, Diana, était juste à côté de lui, portant une robe argentée scintillante. Julian se tenait à quelques mètres, parlant à des cadres, l'air frustré. Ils ont dû se précipiter ici après que j'ai quitté mon appartement. Carter s'approcha de moi. Un sourire suffisant collé sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici, Étienne ? Tu es venu pour débarrasser les tables ? C'est un événement privé à 10 000 $ l'assiette. Tu n'as pas ta place ici. Retourne dans ton garage. » Ma mère se pencha, chuchotant avec fureur. « Arrête de faire une scène, Étienne. Tu nous embarrassais. Pars tout de suite avant que la sécurité ne te jette dehors. Nous réglerons la fiducie demain. » Luc, le responsable de l'événement, s'éclaircit la gorge, l'air agacé. « Monsieur, si vous n'êtes pas sur la liste, je dois vous demander de vous écarter. Nous avons des VIP qui arrivent. » Carter esquissa un sourire narquois. « Tu as entendu ? Écarte-toi. » Je n'ai pas bougé. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti la lourde enveloppe de couleur crème avec le lettrage doré en relief. Je l'ai tendue à Luc. « Vérifiez la liste des donateurs fondateurs VIP, » ai-je dit doucement. Luc ouvrit l'enveloppe. Il en sortit la carte métallique noire. Ses yeux s'écarquillèrent, la couleur lui quitta le visage alors qu'il regardait alternativement la carte et moi. « Mes excuses, monsieur, » balbutia Luc, son ton arrogant disparaissant instantanément. « Par ici. Merci pour votre incroyable générosité envers la fondation. » Carter se figea, son sourire suffisant s'évanouit. « Quoi ?» claqua-t-il. « Quelle générosité ! C'est un mécanicien. » À ce moment précis, Julian termina sa conversation et s'approcha de nous. Il avait l'air stressé. « Carter, nous devons entrer. Le conseil de la fondation est sur le point de faire le toast d'ouverture. »« Julian, » cria Carter, me pointant du doigt. « Dis à ce manager de virer Étienne. Il essaie de s'incruster à la fête. » Julian me regarda enfin. Me regarda vraiment. Puis ses yeux tombèrent sur la carte métallique noire dans la main de Luc. La carte portait mon nom gravé. Julian s'arrêta net. Au moment où ils m'ont vu,
Julien a immédiatement dit « Attendez, vous êtes Étienne ?» L'Étienne qui a financé l'aile d'éducation pour la jeunesse. J'ai boutonné ma veste. Oui. La mâchoire de Julien est pratiquement tombée sur le sol en marbre. Il se tourna vers Carter, sa voix soudainement tranchante et froide. « Carter, vous m'avez dit que votre frère était un mécanicien paresseux qui vivait au crochet de vos parents. Vous n'avez jamais mentionné qu'il était le donateur fondateur anonyme de toute cette fondation caritative. La fondation avec laquelle mon entreprise essaie de s'associer depuis 2 ans. » Carter balbutia, l'air d'un poisson hors de l'eau. « Il répare des voitures. Je ne sais pas ce qui se passe. » Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Elle saisit le bras de Carter pour se stabiliser. Juste à ce moment-là, la foule s'écarta et M. Gray, l'avocat de la succession, s'approcha. Il portait un smoking classique et tenait un verre de champagne. « Ah, Étienne, » dit M. Gray bruyamment, s'assurant que les cadres environnants l'entendent. « C'est un honneur de vous voir enfin à l'un de ces événements. Le conseil est ravi. » « Monsieur Gray, » halta Carter. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» M. Gray se tourna vers Carter, son expression devenant glaciale. « Je suis ici pour soutenir mon client, un client qui non seulement gère une fiducie de 15 millions de dollars avec une brillance financière absolue, mais qui rend également à sa communauté. » Les gens regardaient maintenant. L'élite de la société bostonienne observait l'enfant chéri et la mère arriviste se faire réprimander dans le hall. Julien s'éloigna de Carter. Il regarda Carter avec un dégoût pur. « Vous m'avez menti sur votre frère. Vous m'avez menti sur votre capital. Vous êtes un véritable fardeau. » Julien tourna le dos à Carter et me tendit la main. « Étienne, je m'excuse profondément pour mon comportement dans votre appartement. J'opérais sous de fausses informations. J'aimerais vous offrir un verre et discuter de votre vision pour l'aile jeunesse. » J'ai regardé la main de Julien. Puis j'ai regardé Carter. Les yeux de Carter étaient remplis de larmes d'humiliation absolue. Son fiancé s'inclinait devant le mécanicien. Je n'ai pas serré la main de Julien. « Je suis ici pour profiter du quatuor à cordes, Julien, » ai-je dit doucement. « Je ne parle pas d'affaires en dehors des heures de travail. » Je me suis tourné et j'ai passé Luc, ma mère, mon frère en miettes, et je suis entré dans la grande salle de bal. Les portes se sont refermées derrière moi. C'est un moment qui a tout changé quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de votre patience pour être arrivé jusque-là. Vous êtes incroyable. Aidez-moi s'il vous plaît à aimer la vidéo et laisser un commentaire avec le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'à présent. Cela aidera non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me fera également savoir que mes expériences ont un sens pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Je ne suis pas resté très longtemps au gala. J'ai bu un verre de bourbon, j'ai écouté les discours d'ouverture et j'ai observé depuis le balcon Julien ignorer Carter avec agressivité toute la nuit. Ma mère était assise dans un coin, l'air pâle et complètement abattue. Elle n'a pas essayé de nouer des contacts. Elle n'a pas essayé de se mêler aux autres. L'illusion sur laquelle elle avait bâti toute sa vie était brisée. Je suis parti par une porte latérale, j'ai récupéré mon camion auprès du voiturier et je suis rentré à mon appartement. J'ai dormi mieux cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis 2 ans. Le lendemain matin, mardi, j'étais de retour au garage dans ma salopette, changeant des plaquettes de frein sur une Toyota. 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Gray. « Ils sont dans mon bureau », a dit Monsieur Gray. « Votre mère, votre père et Carter. Ils exigent une réunion. Dites-leur que je serai là dans 30 minutes, ai-je dit. Je n'ai pas changé de vêtements cette fois-ci. Je n'ai pas mis de costume. Je suis entré dans la salle de conférence immaculée aux boiseries en acajou de Monsieur Gray, portant mes bottes de travail, mon jean et une chemise tachée de graisse. Carter arpentait la pièce. Il avait l'air terrible. Des cernes sous les yeux, ses cheveux ébouriffés. Ma mère était assise parfaitement immobile, fixant ses mains. Mon père, Robert, était debout près de la fenêtre. Mon oncle David était également là. Je l'avais appelé en chemin et lui avais demandé d'être présent en tant que témoin familial neutre. David était le frère cadet de mon père, un homme discret qui tenait une quincaillerie. Il connaissait la dynamique familiale, mais il s'en tenait généralement à l'écart.
Je me suis assis en bout de table. Monsieur Gray s'est assis à côté de moi. Finian, ai-je dit. Carter claqua ses mains sur la table. Tu m'as humilié, cria-t-il. Julian a rompu les fiançailles ce matin. Il a annulé l'investissement dans la start-up. Ma vie est ruinée et c'est de ta faute. Tu dois me débloquer les fonds tout de suite pour que je puisse arranger ça. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil en cuir. Carter, ta vie est ruinée parce que tu l'as construite sur des mensonges. Tu as menti à propos de la montre. Tu as menti à propos de la voiture. Tu as menti à propos de moi. Ma mère leva enfin les yeux. Étienne, s'il te plaît. C'est ton frère. Tu le punis parce que tu es amer à propos de Thanksgiving. C'est incroyablement mesquin. J'ai laissé échapper un rire sec. Mesquin? Vous m'avez interdit de participer à un jour férié familial parce que mon travail n'était pas assez élégant pour vous. Vous avez passé 32 ans à me faire sentir comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Il ne s'agit pas de Thanksgiving, maman. Il s'agit de grand-père Charles. J'ai sorti un document d'un dossier que Monsieur Gray m'avait tendu et l'ai fait glisser sur la table. Ceci, ai-je déclaré, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse, est ma déclaration officielle en tant que fiduciaire. Avec effet immédiat, toutes les distributions financières de la fiducie sont reportées de 12 mois. Carter, vous ne recevrez pas un seul centime. Carter laissa échapper un halètement étouffé. 12 mois? J'ai un paiement de Porsche. J'ai un loyer pour un condo de luxe. Je vais faire faillite. C'est le but, dis-je froidement. Vous devez apprendre à vivre selon vos moyens. De plus, vous ne recevrez aucun fonds tant que vous n'aurez pas terminé un cours certifié de gestion financière de 6 mois, et non un séminaire en ligne, un vrai cours surveillé. Vous devez apprendre la valeur de l'argent que vous voulez dépenser. Tu ne peux pas faire ça, cria Carter, regardant Monsieur Gray. Il ne peut pas faire ça. Monsieur Gray ajusta ses lunettes. En fait, Carter, il peut. Son pouvoir est absolu. Si vous tentez de le poursuivre en justice, la fiducie utilisera son propre capital pour vous combattre devant les tribunaux, épuisant ainsi l'argent même que vous tentez d'acquérir. Vous n'avez aucun recours légal. Ma mère se mit à pleurer. De vraies larmes cette fois. Étienne, comment peux-tu être si cruel envers ton propre sang? Avant que je ne puisse répondre, l'oncle David intervint du coin. Sa voix était rocailleuse et ferme. Diana, tais-toi. Tout le monde se tourna pour le regarder. Mon père parut choqué. David n'élevait jamais la voix. David s'approcha et se tint derrière ma chaise. Il regarda ma mère et Carter avec un dégoût absolu. Charles savait exactement ce qu'il faisait. Il t'a regardé choyer ce garçon, Diana. Il t'a regardé ignorer Étienne alors qu'Étienne était le seul dans le garage avec lui à faire le travail. Étienne n'est pas cruel. Il est un homme. Quelque chose que Carter ne connaît absolument pas. La pièce devint silencieuse. J'ai regardé mon père. Il avait regardé par la fenêtre tout le temps. Papa, ai-je dit. Tu as quelque chose à dire? Robert se retourna lentement. Ses yeux étaient rouges. Il regarda ma mère. Il regarda Carter. Puis il me regarda. Pour la première fois de toute ma vie, mon père s'éloigna du côté de ma mère. Il fit le tour de la table et se tint à côté de moi. Tu as raison, Étienne. Mon père dit, sa voix se brisant. Nous t'avons horriblement traité. Je l'ai laissé dicter le fonctionnement de cette famille. Je l'ai laissé te faire sentir invisible. Je suis tellement désolé. Je suis si fier de toi d'avoir pris ta défense. Tu as fait exactement ce que ton grand-père voulait. Ma mère haleta, couvrant sa bouche de sa main. Robert. Mon père l'ignora. Il posa sa main sur mon épaule. Je suis désolé, mon fils. Je sentis un nœud serré dans ma poitrine se défaire lentement. Je n'avais pas besoin de leur argent. Je n'avais pas besoin de leurs relations mondaines. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était le respect. Et assis dans cette salle de conférence, couvert de graisse, je l'avais enfin. Je me suis levé. J'ai regardé Carter. Vends la Porsche, Carter. Vends la montre. Recommence. Je te revois dans 12 mois.
Je suis sorti de la salle de conférence, laissant la tempête derrière moi. 12 mois, 365 jours. C'est drôle comme le temps passe. Quand on est coincé dans une dynamique familiale toxique, une année semble une éternité de disputes sans fin qui se répètent. On se réveille épuisé, on s'endort épuisé, et chaque jour férié est un champ de mine qu'il faut traverser sur la pointe des pieds. Mais quand on trace enfin une ligne dans le sable, quand on regarde ces gens dans les yeux et qu'on exige un respect élémentaire, une année passe en un clin d'œil. L'air dans mon appartement me sembla soudain plus pur. Mes épaules me semblèrent plus légères. Je ne portais plus le poids des attentes de ma mère ni l'arrogance de mon frère. Les retombées de cette nuit au gala de bienfaisance de Bécon et de la réunion qui a suivi au bureau de l'avocat ont été totales. Ce n'était pas un ajustement discret et poli à huis clos. Ce fut un tremblement de terre massif qui a nivelé tout le monde social de ma mère et brisé l'illusion soigneusement construite de mon frère. Laissez-moi vous dire exactement à quelle vitesse Julien a agi pour protéger ses propres intérêts. Dans le monde de Julien, celui du capital risque à enjeux élevés, la confiance et la réputation sont les seules monnaies qui comptent réellement. Carter avait menti sur ses actifs. Il avait menti sur son origine familiale. Il avait menti sur son accès à un héritage de 15 millions de dollars pour s'assurer un poste de partenaire senior dans la nouvelle start-up technologique de Julien. Lorsque la vérité a éclaté dans le hall de cet hôtel, Julien n'a pas seulement rompu les fiançailles. Il a exécuté une excommunication professionnelle brutale. J'ai appris les détails par mon oncle David, qui parlait encore occasionnellement à mon père. L'avocat d'entreprise de Julien a envoyé à Carter une lettre de mise en demeure dès le mercredi matin. Ils ont révoqué son badge de sécurité, vidé son bureau et laissé ses affaires avec le gardien de sécurité du hall. Carter a été complètement mis sur liste noire de ce niveau spécifique du secteur financier de Boston. Sans l'influence de Julien et sans la promesse du fonds de fiducie pour soutenir ses dépenses, la réalité financière de Carter s'est effondrée sur lui avec une vitesse terrifiante. Son salaire de directeur financier de niveau intermédiaire était décent, mais il était absolument insuffisant pour soutenir le faux style de vie de milliardaire que ma mère l'avait encouragé à construire. Mon ami Tommy, qui gagne sa vie en conduisant un camion de saisie, m'a appelé environ 2 mois après le gala. Il ne savait même pas que c'était la voiture de Carter au début. Tommy avait été mandaté pour récupérer une Porsche 911 gris ardoise d'un immeuble de luxe du centre-ville parce que le propriétaire avait manqué 3 paiements de location consécutifs. Tommy m'a dit que le type était sorti du hall en courant, paniqué, suppliant pour une semaine de plus. C'était Carter. Il a dû rester sur le trottoir et regarder une dépanneuse graisseuse emporter son symbole de statut dans le trafic de Boston. Carter a dû vendre la montre vintage de grand-père Charles à un collectionneur privé juste pour couvrir les énormes pénalités pour rupture de bail de son luxueux condo. Il ne pouvait plus se permettre le loyer. Il a emballé ses costumes coûteux dans des sacs poubelles et a emménagé dans un appartement très modeste et exigu d'une chambre dans une banlieue bruyante près de l'aéroport. Ma mère Diana n'a pas bien géré la transition. Elle a lutté à chaque étape. Les blogs de la Boston Society avaient eu vent du drame au gala. Les gens parlent, surtout quand quelqu'un qui se comporte de manière supérieure tombe soudainement en disgrâce. Les fans de son club de campagne exclusif ont cessé de l'inviter à leur déjeuner privé. Les conseils d'administration caritatifs qu'elle avait passé une décennie à essayer de gravir ont soudainement cessé de répondre à ses appels téléphoniques. L'oncle David m'a dit qu'elle avait essayé de maintenir une tutelle émotionnelle sur Carter, l'appelant constamment, me blâmant d'avoir ruiné leur vie, lui disant qu'il devait engager un avocat impitoyable pour me poursuivre en justice pour l'héritage. Mais pour la première fois de toute sa vie de 30 ans, Carter a en fait cessé de prendre ses appels. Il était trop occupé à se noyer dans ses propres mauvaises décisions pour écouter ses conseils toxiques. Mais le plus grand choc de l'année, la seule chose que je n'ai jamais vu venir, fut mon père. 3 mois après le gala, Robert a finalement fait ce qu'il aurait dû faire 2 décennies plus tôt. Il a demandé le divorce. Il n'y a pas eu de bataille houleuse pour les biens. Pas de querelle amère pour la maison. Il a juste fait une valise, a laissé ses clés sur le comptoir de la cuisine et est parti. Il est apparu à l'atelier automobile un mardi après-midi pluvieux du début du printemps. J'étais allongé sous un Ford F-150 déglingué, vidant un carter d'huile fissurée. L'atelier était bruyant, sentant fortement les gaz d'échappement, l'asphalte mouillé et le nettoyant de frein. J'ai vu une paire de mocassins marron raisonnable s'arrêter à côté de ma boîte à outils en métal rouge. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon d'atelier,
Je me suis roulé sur ma planche à roulettes en plastique et j'ai levé les yeux. Mon père se tenait là, tenant 2 tasses de café noir du restaurant Bon Marché au bout de la rue. Ses cheveux semblaient un peu plus fins, et il avait l'air d'avoir 10 ans de plus, mais étrangement, ses yeux semblaient plus éveillés que je ne les avais jamais vus. Il ne s'affalait pas. Il ne marmonnait pas. Un homme peut-il offrir une tasse de café à son fils, demanda-t-il. Sa voix était calme, luttant pour se faire entendre par-dessus le bruit d'un compresseur d'air. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste fixé. Puis je me suis levé, j'ai pris la tasse et j'ai fait un signe vers la zone de repos. Nous nous sommes dirigés vers là et nous nous sommes assis sur 2 caisses de lait en plastique retournées dans le coin du garage. Il m'a parlé du divorce. Il m'a dit qu'il déménageait dans une petite maison de ville louée près de la quincaillerie de l'oncle David. Et puis il m'a regardé droit dans les yeux, entouré de la crasse et du bruit de ma vie d'ouvrier. Et il m'a présenté les excuses que j'attendais depuis 32 ans. J'étais un lâche, Étienne, dit-il, fixant son café noir. Je l'ai laissé te traiter comme si tu étais moins que Carter parce qu'il était simplement plus facile pour moi d'éviter les disputes. Je me suis convaincu que parce que tu étais physiquement fort, parce que tu étais capable de tes mains, tu n'avais pas besoin que je te protège. J'avais tort. Un père est censé protéger tous ses enfants. Je t'ai laissé tomber. Je suis resté là et je l'ai regardé t'interdire de Thanksgiving, et je n'ai pas dit un mot. Et pire encore, je l'ai laissé transformer ton frère en un homme que je ne reconnais même pas. Il leva les yeux vers moi, et je vis de vraies larmes se former au coin de ses yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aujourd'hui. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies. Mais je te demande une chance de connaître l'homme que tu es devenu. Parce que tu es le seul de cette famille qui agit réellement comme ton grand-père. Nous sommes restés assis dans ce garage bruyant et résonnant pendant plus d'1 heure. Nous n'avons pas miraculeusement réparé 3 décennies de négligence en un après-midi pluvieux. On ne peut pas annuler ce genre de dégâts avec une seule conversation. Mais nous avons posé une fondation. Au cours des 9 mois suivants, mon père a commencé à venir à l'atelier le samedi matin. Il n'a pas essayé de forcer des conversations émotionnelles profondes. Il a juste enfilé une vieille chemise et m'a aidé à reconstruire la transmission d'une vieille Chevrolet que je restaurais. Nous ne parlions pas beaucoup pendant que nous travaillions. Nous nous tendions juste des clés. Nous partagions le silence. La graisse sur nos mains était un pont suffisant entre nous. Quant à Carter, je suis resté complètement à l'écart. J'ai appliqué les règles de la fiducie avec une discipline de fer. Monsieur Gray, l'avocat de la succession, a suivi les progrès de Carter et m'a envoyé des mises à jour mensuelles. Carter s'est effectivement inscrit au cours de gestion financière certifié que j'avais exigé. Il n'a pas essayé de tricher. Il n'a pas engagé quelqu'un pour le suivre à sa place. Il était assis dans une salle de classe lumineuse d'un collège communautaire 2 soirs par semaine, entouré d'adolescents de 18 ans qui apprenaient tout juste à équilibrer un chéquier et à comprendre les taux d'intérêt des cartes de crédit. Pour un type qui donnait autrefois des conférences arrogantes sur la synergie d'entreprises et les rachats de millions de dollars, cela a dû être une pilule incroyablement amère à avaler. Mais il est resté assis. Il a fait les devoirs. Il a réussi les examens. Fin novembre, exactement 1 an après le désastre de Thanksgiving qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements, je me suis rendu au centre-ville, au cabinet d'avocat de Monsieur Gray, pour notre examen annuel de la fiducie. La réceptionniste m'a souri chaleureusement. Cette fois, je portais mes bottes de travail éraflées et une lourde chemise en flanelle et je me fichais de qui me voyait. J'avais ma place là-bas, tout autant que n'importe qui en costume. Monsieur Gray m'a serré la main avec enthousiasme et m'a invité dans son immense bureau d'angle. « Eh bien, Étienne, dit Monsieur Gray, ouvrant un épais dossier en papier-manie sur son bureau en acajou. Cela a été une sacrée année. J'ai examiné les relevés officiels de Carter. Il a réussi le cours de gestion financière avec les meilleures notes. J'ai également effectué une vérification de crédit avec sa permission. Il a liquidé ses dettes de consommation en suspens. Il vit entièrement avec son salaire actuel et il a conservé le même appartement modeste pendant 8 mois. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil en cuir, traitant l'information. Sait-il que la période de report de 12 mois est officiellement terminée aujourd'hui? Il le sait, répondit Monsieur Gray, joignant ses mains. Mais il ne m'a pas appelé pour demander une distribution. En fait,
il m'a envoyé un email formel ce matin déclarant qu'il souhaitait garder l'intégralité des 15 millions de dollars investis dans les fonds indiciels conservateurs que nous avons établis. Il a explicitement dit qu'il ne se faisait pas encore confiance avec une somme forfaitaire d'argent. Il a demandé s'il serait prêt à le laisser tranquille une autre année pour le laisser fructifier. Un profond et immense sentiment de soulagement envahit tout mon corps. Le nœud d'anxiété que je portais dans mes entrailles se dénoua enfin. Le plan fou et risqué de grand-père Charles fonctionnait réellement. Carter se réveillait enfin. Il apprenait le respect de l'argent et, plus important encore, le respect de l'effort qu'il faut pour le gagner. C'est bien, dis-je, laissant échapper une longue inspiration. Laissez-le rouler. Laissez-le investi. Ne touchez pas un sou. Je me suis levé pour partir, prêt à retourner au garage. Mais Monsieur Gray leva un doigt. Attendez, Étienne. Il y a une chose de plus. On m'a demandé de vous donner ceci exactement un an après que vous ayez fait respecter les limites de la fiducie. Pas un jour plus tôt. Monsieur Gray ouvrit le tiroir inférieur de son bureau, déverrouilla une petite boîte métallique et en sortit un petit journal en cuir usé. Il me le tendit par-dessus le bureau. Votre grand-père me l'a donné juste après avoir signé son dernier testament. Il a dit que vous en auriez besoin lorsque la tempête serait enfin passée. J'ai pris le journal. Le cuir était doux, craquelé par l'âge, et il sentait légèrement la sueur, l'huile moteur et le doux tabac à pipe que grand-père fumait sur le porche arrière. Je me suis rassis lentement et j'ai ouvert la première page. C'était une lettre écrite de la main distincte, lourde et désordonnée de grand-père Charles. Étienne, si tu lis ceci, cela signifie que tu as réussi. Cela signifie que tu as tenu bon. Je connais ta mère. Je connais l'enfer absolu qu'elle a probablement déchaîné sur toi dès qu'elle a découvert que tu détenais les clés du château. Je sais que Carter t'a probablement traité de tous les noms. Je sais qu'ils ont essayé de te faire te sentir petit. Ils ont essayé de faire cela depuis que tu étais un petit garçon construisant des nichoirs dans mon atelier. Depuis que le médecin m'a dit que je mourrais, je savais que le temps était compté. Je savais que Diana pousserait Carter dans un coin qu'il ne pourrait pas se permettre. Je t'ai donné l'énorme fardeau de cette fiducie parce que tu es le seul homme de toute cette famille à avoir une colonne vertébrale en acier. Tu fais le travail acharné quand personne ne regarde. Tu répares ce qui est cassé. C'est ce que font les mécaniciens, Étienne. Tu diagnostiques la pourriture, tu la découpes et tu reconstruis le moteur à partir de zéro. Tu as sauvé ton frère. Il te déteste peut-être en ce moment, ou il comprendra peut-être enfin ce que tu as fait, mais tu l'as sauvé de devenir un costume creux et vide. À la recherche de l'approbation de gens qui ne se soucient pas de lui. Tu as brisé le cycle de la tribu. Tu as gagné cette paix. Ne laisse jamais personne, surtout pas ta propre mère, mépriser la saleté sur tes mains. Cette saleté a bâti notre famille. Je suis incroyablement fier de toi. Petit-fils, va te bâtir une bonne vie. Avec tout mon amour, grand-père Charles. J'ai refermé le journal. Ma vision était complètement floue. Une seule larme coula sur ma joue, coupant à travers une légère trace de graisse que j'avais manquée en me lavant le visage ce matin-là. Je n'ai pas essuyé la larme. J'ai juste serré le vieux journal en cuir contre ma poitrine, j'ai fermé les yeux et j'ai enfin respiré. J'étais libre. Décembre arriva à Boston avec une épaisse et silencieuse couverture de neige. La ville semblait propre, paisible et immobile. C'était le 24 décembre, la veille de Noël, il y a exactement un an. J'étais assis seul dans un appartement glacial, mangeant une tranche froide de pizza de la veille, fixant une photo de groupe d'une famille qui m'avait complètement effacé de leurs vacances. Je m'étais senti comme un fantôme hantant ma propre vie. Cette année, les choses étaient complètement différentes. Mon appartement était rempli de l'incroyable odeur d'un brisket de bœuf fumé lentement, de pommes de terre rôties à l'ail et du parfum frais et piquant de pain de l'arbre que j'avais moi-même traîné sur 3 étages. Le chauffage était à fond et du rock classique jouait doucement sur les haut-parleurs vintage dans le coin du salon. Je n'étais pas seul. Ellie, mon meilleur ami du garage, était assis sur mon canapé, tenant une bière froide. Il célébrait une énorme victoire. Le propriétaire du garage lui avait enfin donné cette promotion majeure de chef d'atelier, un titre et une augmentation de salaire qu'il méritait depuis des années. Il souriait jusqu'aux oreilles, racontant une histoire folle sur un client qui avait essayé de réparer un radiateur avec du ruban adhésif. L'oncle David était assis dans mon fauteuil usé, riant bruyamment à l'histoire d'Ellie.
Même Monsieur Gray, l'avocat de succession influe, avait accepté mon invitation. Il se tenait près de l'îlot de la cuisine, sirotant un verre de bon bourbon, l'air étonnamment détendu, portant un simple pull au lieu de son habituel costume 3 pièces intimidant. Et assis à ma petite table de cuisine, pliant soigneusement des serviettes en papier et disposant les couverts, se tenait mon père, Robert. Il n'y avait pas de lustre en cristal dans mon appartement. Il n'y avait pas de capital risqueurs arrogants en manteau de cachemire jugeant la marque de mes chaussures. Il n'y avait pas de conversations fausses étendues sur l'ascension sociale, les portefeuilles boursiers ou les adhésions exclusives à des clubs de campagne. Il n'y avait que 5 hommes, de la bière bon marché, du bon whisky et une amitié honnête et loyale. En regardant autour de la pièce, cela m'a frappé de plein fouet. C'était ma vraie famille. Nous nous sommes assis pour manger vers 19 heures. Nous nous sommes passés les lourdes assiettes de nourriture, nous avons raconté des histoires embarrassantes et nous avons ri jusqu'à ce que nos côtes nous fassent mal. L'oncle David a parlé de l'époque où grand-père Charles avait ouvert la quincaillerie pour la première fois. Mon père écoutait, souriant, l'air plus léger et plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Il n'y avait pas de tension. Il n'y avait pas de marche sur des œufs. Après le dîner, je suis allé dans la cuisine pour prendre une autre tournée de boissons dans le réfrigérateur. Mon téléphone, qui était posé sur le comptoir, a vibré, vibrant contre le granit. Je me suis approché et j'ai regardé l'écran lumineux. C'était un message texte de Carter. Je n'avais pas parlé directement à mon frère depuis 1 an. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran pendant un long moment. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à toute colère ou exigence qui pourrait m'attendre, et j'ai ouvert le message. Salut Étienne, je sais que je ne devrais probablement pas t'envoyer de SMS ce soir. Je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël. J'ai reçu le certificat officiel du cours de finance aujourd'hui par la poste. Je l'ai encadré. Tu avais raison sur tout. J'étais arrogant et stupide et je t'ai traité comme une ordure parce que j'étais en manque de confiance. Je suis désolé pour mon comportement. Tu ne le méritais pas. J'espère que tu passeras une bonne nuit. J'ai fixé les mots pendant un long moment. Je les ai lus 2 fois. Il n'y avait pas d'exigence cachée d'argent. Il n'y avait pas de plainte sur ses conditions de vie. Il n'y avait pas de manipulation. C'était juste un aveu de culpabilité simple et honnête d'un homme qui avait enfin touché le fond. Il s'était regardé dans le miroir et avait décidé de remonter lentement la pente. J'ai tapé une réponse, joyeux Noël, Carter. Bon travail pour avoir terminé le cours. Je suis fier de toi d'avoir tenu bon. Allons prendre un café au cours de la nouvelle année. Un pas à la fois. J'ai appuyé sur envoyer. Je ne l'ai pas invité tout de suite. Les limites sont des limites pour une raison. Le pardon ne signifie pas que vous ouvrez immédiatement votre porte d'entrée et que vous oubliez toutes les douleurs du passé. Cela signifie que vous laissez la lumière du porche allumée et que vous attendez de voir s'ils peuvent enfin monter les marches avec respect. Carter était sur la bonne voie, mais il avait encore un long chemin à parcourir. Et j'étais d'accord pour attendre. J'ai mis mon téléphone dans ma poche, j'ai pris les bières froides et je suis retourné au salon. Mon père leva les yeux vers moi depuis la table et sourit. J'ai souri en retour, lui ai tendu une bière et je me suis assis. Je veux partager autre chose avec vous, les gars. J'ai utilisé une partie du fonds caritatif de mon grand-père cette année pour créer un fonds universitaire dédié et un programme de bourse d'études professionnelles pour les enfants défavorisés du lycée professionnel où j'enseigne. Des enfants qui veulent apprendre un métier, qui veulent travailler de leurs mains, mais qui n'ont pas l'argent pour les outils lourds, les bottes de travail ou les frais de scolarité. La semaine dernière encore, j'ai remis un chèque de bourse complète à un enfant nommé Matteo. Son père travaille 3 emplois au salaire minimum juste pour maintenir les lumières allumées. Matteo veut être mécanicien diesel. Quand je lui ai donné ce chèque, il a pleuré. Je veux que des enfants comme Matteo sachent que leurs compétences sont incroyablement précieuses. Je veux qu'ils sachent que construire quelque chose à partir de zéro, réparer ce qui est cassé, est le travail le plus honorable qu'une personne puisse faire dans ce monde. J'ai passé toute ma vie à être le frère invisible. J'ai laissé l'obsession de ma mère pour le statut mondain dicter ma propre estime de soi pendant bien trop longtemps. J'ai réellement cru que parce que mon col était bleu, parce que j'avais de la saleté sous les ongles, ma voix n'avait pas d'importance. Mais la vérité absolue est que les gens qui dirigent réellement ce monde, les gens qui maintiennent les lumières allumées, les moteurs en marche et l'eau qui coule n'ont pas besoin d'une liste VIP pour prouver qu'ils existent.
Nous sommes l'épine dorsale de tout. Si vous écoutez cela en ce moment et que vous êtes le mouton noir de votre famille. Si vous êtes celui qui est constamment négligé parce que votre travail n'est pas glamour ou que votre compte bancaire n'est pas énorme ou que vous ne rentrez tout simplement pas dans la petite boîte parfaite que vos parents ont conçue pour vous. Écoutez-moi très attentivement en ce moment. Votre valeur n'est pas déterminée par leur incapacité à la voir. Ne laissez jamais des personnes toxiques retenir votre cœur en otage juste parce que vous partagez le même nom de famille ou le même sang. Vous êtes absolument autorisé à vous éloigner des tables où le respect n'est plus servi. Vous êtes autorisé à établir des limites fermes qui protègent votre santé mentale et votre paix. Et surtout, vous êtes autorisé à redéfinir ce que le mot famille signifie réellement pour vous. La famille n'est pas toujours les personnes avec qui vous êtes né. Parfois, votre vraie famille est les personnes qui vous soutiennent dans le garage gelé quand vos phalanges saignent. La famille, c'est les personnes qui viennent manger votre brisket brûlé la veille de Noël. La famille, c'est les personnes qui ne vous demandent jamais de changer qui vous êtes pour correspondre à leur récit. Il faut un courage incroyable pour être celui qui brise le cycle du traumatisme générationnel et du droit. C'est douloureux, cela semble incroyablement solitaire au début. Vous douterez de vous-même. Mais je vous promets que lorsque la tempête se sera enfin dissipée et que vous vous tiendrez solidement sur vos deux pieds, respirant votre propre air pur sans que personne ne vous étouffe, cela en vaudra entièrement la peine. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de faire partie de ce voyage avec moi aujourd'hui. Je lis chacun de vos commentaires. Et votre soutien signifie tout pour un gars ordinaire comme moi. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je voudrais vous demander une petite faveur rapide. La leçon la plus dure et la plus douloureuse que j'ai jamais eu à apprendre, c'est que s'éloigner des membres toxiques de votre famille ne fait pas de vous un mauvais fils ou un mauvais frère. Cela fait de vous un survivant. Tout ce parcours a été une leçon de respect de soi, d'établissement de limites et de découverte de la vraie définition de la loyauté. Si vous êtes d'accord avec les choix que j'ai faits, si vous croyez sincèrement que le travail acharné, l'honnêteté et le caractère comptent bien plus que les titres de poste tape à accent grave-l'œil et la richesse héritée, écrivez le mot « bien » dans les commentaires ci-dessous dès maintenant. Faites-moi savoir que je ne suis pas seul à croire que le respect doit être gagné par des actions, et non exigé par le sang. Votre engagement aide à diffuser cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient être assises seules en ce moment, ayant besoin du courage de tenir tête à leur propre famille toxique. Restez fort, occupez vos mains et ne laissez jamais personne vous faire vous sentir invisible. À la prochaine fois.